Donc bienvenue à ce séminaire du GENA. On est ravis d'accueillir Jonathan Durand-Folco qui est ici. Je vais le remontrer, hein, mais je reviens juste sur mes notes. Donc Jonathan est professeur agrégé à l'école d'innovation sociale à l'université de Saint-Paul à Ottawa, au Canada. Donc on est très heureux de l'accueillir ici pour son passage en France. Ses travaux portent sur la démocratie participative, la politique municipale, les communs, et particulièrement sur le capitalisme contemporain et les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. C'est ça dont il va nous parler aujourd'hui. Il a écrit plusieurs livres, À nous la ville, traité de municipalisme en 2017, Réinventer la démocratie, de la participation à l'intelligence collective en 2023. Et c'est un livre écrit à deux, hein, c'est ça, oui. Avec Jonathan Martineau, Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle chez Éco-Société, de nouveau en 2023. Et c'est essentiellement autour de ce livre qui va intervenir aujourd'hui, avec une intervention dont le titre est « Du capitalisme algorithmique au technofascisme, genèse d'une rupture autoritaire assistée par l'intelligence artificielle ». Voilà, bah écoutez, sans transition, je donne la parole à Jonathan, et puis il va parler 45 minutes, et ensuite on discutera jusqu'à 19h. Donc, bonsoir. Merci beaucoup, Pierre, pour cette invitation. Je suis heureux d'être ici. Christian et Pierre, on s'est rencontrés lors d'un colloque, mais en fait, on se connaît depuis quelques temps déjà. Je suis heureux de pouvoir être ici, sur place à Paris, pour discuter de mes travaux de recherche, notamment. Donc, aujourd'hui, il va être question, comme ça a été dit, Le capital algorithmique, donc un livre que j'ai coécrit avec un autre Jonathan. Donc, nous sommes deux à avoir le même prénom. Donc, c'est un peu drôle quand on se présente dans ces cadres-là. Donc, il est professeur au Liberal Arts College de l'Université Concordia à Montréal. Donc, je vais essentiellement exposer quelques thèses de ce livre aujourd'hui pour vous montrer en fait, pour vous montrer un peu l'hypothèse centrale de notre ouvrage, c'est que nous serions passés à un nouveau stade, une nouvelle phase du système capitaliste autour de 2007-2008. Et si on essaie de faire une périodisation plus étroite, je vais ajouter en fait du nouveau contenu pour un nouvel ouvrage qui est en préparation sur la montée des courants d'extrême droite, l'autoritarisme et le rôle de l'intelligence artificielle, notamment le rôle de la crise du capitalisme, comme quoi en fait c'est en train de créer une forme de reconfiguration que moi et d'autres auteurs commençons à appeler le technofascisme. Donc je vais essayer d'exposer qu'est-ce que j'entends par ce terme aujourd'hui. Et peut-être, si on a le temps, quelques pistes d'action pour voir comment on peut réagir, répondre à cette crise qui survient sous nos yeux à l'heure actuelle du côté des États-Unis, mais qui est présent aussi à d'autres endroits à travers le monde. Donc, ça va être le propos d'aujourd'hui. Pour commencer, la première partie, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, ce terme, comme vous le savez sans doute, est très large. C'est un mot parapluie. Qui peut recouvrir différentes choses, des systèmes de recommandation, systèmes de classification automatisée, systèmes de reconnaissance visuelle, de traduction de texte automatique notamment. Donc, c'est un terme assez ancien, comme vous le savez sans doute. La discipline de l'intelligence artificielle est née en 1956 officiellement. Donc, je ne vais pas faire ici l'histoire de l'intelligence artificielle. Ce que j'entends par là plus précisément, c'est des systèmes algorithmiques, qu'on utilise beaucoup ce terme-là en fait dans notre livre. Système algorithmique, système de décision automatisée, machine algorithmique. C'est un ensemble d'instructions qui permettent d'automatiser un processus ou de résoudre un problème. Et plus précisément, l'intelligence artificielle, elle a une très longue histoire, mais depuis environ une quinzaine d'années, c'est vraiment le développement de l'apprentissage automatique, en anglais le machine learning ou le deep learning, l'apprentissage profond, dont il est question, qui est les systèmes algorithmiques les plus utilisés actuellement à travers le monde. Donc, ces systèmes, d'après nous, participent d'une reconfiguration générale du système capitaliste, quoiqu'il n'y a pas de nouveauté radicale non plus. Il y a quand même une reconfiguration de ce qui existait avant. Donc, quand je parle aussi d'intelligence artificielle, on parle dans la littérature de IA faible, donc c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de résoudre une tâche
particulière précise. On ne parle pas d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une super intelligence dont plusieurs scientifiques, philosophes disent que peut-être dans les 10, 15, 20 prochaines années, on pourra atteindre un seuil de développement à travers lequel on pourra avoir une intelligence qui serait supérieure à l'être humain sous toutes les formes. Donc, il y a beaucoup de spéculations philosophiques sur cet avènement d'une singularité, d'une super intelligence artificielle, mais il ne sera pas question de cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats sur les risques existentiels de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais souvent, ce discours passe sous silence les problèmes, les impacts directs, réels de l'intelligence artificielle sur nos vies, dans la sphère des entreprises, du travail, dans la vie privée, dans la sphère de l'administration aussi. Donc, il va être davantage question des impacts très concrets au niveau économique, social, éthique, qui se poursuivent à l'heure actuelle dans plein de sphères de la société. Donc, pour me situer un peu dans un sillage disciplinaire théorique, j'ai été formé, moi, personnellement, dans le champ de la philosophie politique pour être plus précis. Mon co-auteur, lui, c'est en sciences politiques, théorie politique, mais la sociologie critique également. Donc, et on a une approche qui est interdisciplinaire. Donc, on s'est inspiré de travaux empiriques, travaux de recherche. Donc, c'est essentiellement ce livre ici, qui est une synthèse de la littérature existante. Du moins, ce livre a été publié en 2023. Donc, ça commence déjà à dater légèrement, quoique les pronostics, les analyses, et ainsi de suite, n'ont fait que de prendre de l'ampleur depuis que le livre a été diffusé. Donc, on est assez heureux, on se dit, dans ce champ où les nouvelles technologies bouleversent constamment les modèles d'affaires, les reconfigurations, ou ainsi de suite. Pour nous, on fait le diagnostic principal qu'on a établi dans ce livre, à nos yeux, est encore actuel à ce jour. Donc, on se situe dans les travaux de sociologie critique de Shoshana Zuboff, Evgeny Morozov, Antonio Casilli, notamment aussi sur la sociologie du travail du clic ou le digital labor, entre autres. Donc, on se situe dans les courants des théories critiques qui étudient les relations de pouvoir imbriquées dans les nouvelles technologies. L'hypothèse centrale de cet ouvrage, qui est en quelque sorte le cœur de notre argument, c'est aussi le point sur lequel on a été davantage critiqué dans des comptes rendus et ainsi de suite, c'est qu'on ne peut pas comprendre les reconfigurations actuelles du système capitaliste sans prendre en considération ce qui se passe dans la sphère des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas comprendre bien les impacts de l'intelligence artificielle en faisant abstraction du système capitaliste. Donc, pour comprendre l'un, il faut avoir une analyse critique de l'autre. Et le terme de l'ouvrage, capital algorithmique, c'est une contraction, en fait, des deux, parce qu'on se dit maintenant, c'est rendu deux processus indissociables. Au même titre qu'il y a le capital industriel, capital commercial, capital financier qui continue à exister, mais d'après nous, il y a une nouvelle forme de capital qui a émergé au début des années 2000, qui vient se surajouter, non pas remplacer ce qu'il y avait avant, mais qui vient complexifier, reconfigurer le système capitaliste dans son ensemble. La première femme autrice qu'on a lue, en fait, qui a été un peu en quelque sorte je dirais, ce qui nous a réveillés de notre sommeil dogmatique, comme disait Emmanuel Kant quand il a lu David Hume, c'est la lecture de l'ouvrage que vous connaissez peut-être, L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff. Donc, de ce côté, Zuboff utilise l'expression de capitalisme de surveillance, pour nous, en fait, c'est un synonyme de ce que nous, on nomme le capitalisme algorithmique. D'autres auteurs parlent du capitalisme de plateforme. Il y a aussi beaucoup de termes, en fait, qui coexistent dans la littérature, mais nous, on se réfère vraiment à cette reconfiguration du système capitaliste après les années 2000. Les deux principales thèses de Shoshana Zuboff que nous reprenons de notre côté, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique d'accumulation de la valeur qui est basée sur une extraction massive des données personnelles qui sont par la suite monétisées à travers notamment la publicité ciblée, mais pas que, qu'elles sont revendues sur différents marchés de données comportementales, entre autres. C'est aussi différentes données personnelles qui servent à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle basés sur l'apprentissage automatique profond. Et ces nouveaux systèmes d'extraction de données personnelles sont liés aussi à un pouvoir prédictif sur les comportements humains. Donc, ce sont des systèmes qui permettent en quelque sorte d'anticiper, prévoir, influencer les comportements. Ce pourquoi elle nomme de son côté, il y a aussi
l'émergence d'un pouvoir qu'elle nomme instrumentarien. Nous, on trouve que c'est un terme un peu étrange, compliqué. On parle de pouvoir algorithmique, donc les systèmes de décision automatisés qui permettent d'influencer les conduites. Il y a notamment les travaux que vous connaissez peut-être de Antoinette de Rouvroy sur la gouvernementalité algorithmique, terme qu'on utilise aussi notamment, qui est pour nous une nouvelle forme de gouvernementalité qui émerge, qui coexiste avec la gouvernementalité néolibérale, mais qui se surajoute et qui est légèrement différente. Donc, on pourra peut-être revenir sur ça par la suite. Donc, on a une thèse entière qu'on consacre à la lecture ou la relecture de Shoshana Zuboff, mais qu'on critique par ailleurs pour deux choses principales. D'une part, en fait, elle met beaucoup l'accent sur la protection de la vie privée, la surveillance des individus, des comportements, qui est un phénomène inévitable, mais elle semble complètement oublier en fait ce qui se passe du côté d'une exploitation du travail humain. Dans son œuvre, c'est comme si le travail n'existait plus ou n'avait plus vraiment d'influence. C'est comme si le système économique maintenant carburait uniquement sur une extraction des données des utilisateurs ou des consommateurs. Mais en fait, pour nous, en fait, au même titre qu'il y a cette extraction de données via différents appareils numériques, il y a aussi une exploitation du travail humain qui est reconfiguré, qui est extrêmement important. Autre élément aussi qu'elle ne nomme pas beaucoup, c'est toute l'influence, en fait, ou cette conception de l'intelligence artificielle, des systèmes algorithmiques qui semblent dématérialisés, comme si c'était des processus abstraits, des systèmes informatiques, des plateformes numériques essentiellement, alors que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est également une infrastructure industrielle extractive à l'échelle planétaire. Donc, on se base notamment sur les travaux de Kate Crawford, qui est une chercheuse états-unienne, qui a notamment développé l'idée que l'intelligence artificielle, justement, c'est une infrastructure très large qui est basée sur une extraction de terres rares, de minéraux, d'énergie, d'eau notamment, qui a des ramifications dans des systèmes de classification, l'administration publique, dans le système militaire industriel. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, une pieuvre avec plein de tentacules, on pourrait dire, qui a des impacts matériels extrêmement grands sur nos vies. Donc, on aborde notamment la question environnementale que je ne vais pas vraiment approfondir aujourd'hui, mais les impacts écologiques de l'intelligence artificielle tels que se déploient à l'heure actuelle sont considérables. L'autre élément qu'on reprend notamment, et là je vous mets un peu le portrait très général de notre cadre théorique, c'est la théorie de la philosophe états-unienne Nancy Fraser, que vous connaissez peut-être, qui a développé l'idée que le capitalisme est essentiellement un ordre social institutionnalisé. Donc, c'est-à-dire, notamment, il n'est pas uniquement un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production, l'économie de marché, dynamique d'accumulation, salariat et ainsi de suite. Ça existe. Mais c'est un système qui repose sur à la fois des pouvoirs publics, l'extraction du travail de care ou de reproduction sociale, sur l'environnement aussi, et sur une expropriation, ce que David Harvey et d'autres nomment une accumulation par dépossession qui se poursuit dans des relations de pouvoir entre les pays du Nord et du Sud. On pourrait essentiellement peut-être rappeler en fait le concept de Marx à la base, qui est le mode de production, qui est composé d'une infrastructure, d'une superstructure. Pour elle, un peu, elle voit ça à l'envers. L'infrastructure économique matérielle repose sur des conditions extra-économiques sans lesquelles le capital ne pourrait pas se reproduire. Donc, nous reprenons cette idée. Pourquoi? Parce que pour nous, pour comprendre bien le capitalisme algorithmique, on ne peut pas uniquement se concentrer sur la sphère économique de l'entreprise, travail. Il faut aussi voir comment ça peut avoir des impacts au niveau de la démocratie, l'environnement, le travail domestique, les relations internationales. Donc, on a différentes thèses, nous en avons 20 en tout, qui cherchent à étudier les ramifications du capital algorithmique dans plein de sphères de la société. Nous critiquons notamment Nancy Fraser pour deux choses. D'une part, elle a complètement oublié, ou elle n'a pas pris en compte du moins, les transformations des conditions générales de la production capitaliste, dans le fond, la question technologique. Donc, elle ne prend pas ça en considération. Et dans sa périodisation de ce système économique, elle reprend l'idée que ce système serait passé par une phase mercantiliste, coloniale initiale, puis par le capitalisme industriel libéral, capitalisme régulé par l'État par la suite, durant la période des 30 Glorieuses, capitalisme néolibéral mondialisé par la suite. Mais pour nous, en fait, on a un nouveau stade à ajouter par la suite. Et là, j'arrive au cœur de mon argument, c'est que depuis la crise financière de 2007-2008, quelque chose de nouveau s'est joué et arrivé, et c'est le nouveau stade du capitalisme algorithmique. Qu'est-ce qui s'est produit lors de cette période comme telle?
Pour nous, il y a la convergence d'au moins trois grandes dynamiques qui se sont rejoints à cet instant-là. Il y avait une révolution technologique d'une part, donc comme je l'ai dit, la révolution de l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique, l'avènement de ce qu'on a appelé le big data, donc les données massives qui sont apparues par les appareils numériques notamment. Le iPhone a été lancé en 2007, entre autres. Les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, est né en 2004, mais a commencé à se diffuser, se généraliser autour de 2006, 2007, 2008 par la suite. L'arrivée du cloud. Donc, toutes ces choses-là ensemble ont permis une extraction massive de données personnelles et aussi cette accélération du développement de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une des choses. Deuxième chose qui est arrivée, comme vous le savez sans doute, 2007-2008, c'est la crise financière mondiale. Donc, il s'est passé à ce moment-là une crise de légitimité du néolibéralisme. Nous ne croyons pas, comme plusieurs ont dit maintenant, le néolibéralisme est mort, et ainsi de suite. Il continue à exister tel un mort vivant, il se poursuit encore. La gouvernementalité néolibérale se poursuit, des mesures d'austérité, mais aussi une certaine conception de l'individu entrepreneur de soi également. Mais il s'est passé quand même à ce moment-là, au niveau économique, le besoin pour certains investisseurs privés, des capitaux, de délaisser légèrement la sphère de la spéculation financière pour se tourner vers notamment l'industrie numérique qui était un nouveau levier d'accumulation. Les baisses de taux d'intérêt, notamment à ce moment-là, ont permis de donner une plus grande place, notamment à des investissements à haut risque dans la sphère du numérique. Et au même moment, ce qui est arrivé aussi, c'est l'avènement de ce qu'on appelle le modèle d'affaires des plateformes numériques. Donc, à ce moment-là, on assistait, comme vous le savez peut-être, à cette ubérisation de l'économie, ce qu'on a appelé l'économie collaborative, l'économie du partage. Des compagnies comme Uber, Airbnb sont apparues dans cette période également. Et les grands géants du numérique, à la fois Microsoft, Amazon, Facebook, Amazon, je l'ai dit, Apple aussi, en fait, se sont transformés pour devenir des plateformes qui sont des interfaces multifaces qui permettent de relier des utilisateurs différents entre eux. C'est une forme d'entreprise, mais c'est un modèle d'entreprise qui n'existait pas 10 ans plus tôt, en fait. Ça s'est vraiment mis en place et les grandes entreprises qui ont été capables d'utiliser ce modèle d'affaires, notamment pour extraire le plus de données personnelles possible, pour entraîner des intelligences artificielles, pour réunir des utilisateurs d'un grand nombre avec des effets de réseau, sont devenues les plus grandes entreprises au monde. Un des indicateurs que nous, on nomme et qu'on utilise un peu dans le livre, on dit, si on regarde le palmarès des plus grandes entreprises à travers le monde, autour de 2007, en fait, les plus grandes entreprises étaient essentiellement des géants de la distribution comme Walmart, entre autres, industrie financière, entreprises dans l'extraction du gaz, pétrole, ainsi de suite, des grandes banques, essentiellement. Il y avait quelques entreprises numériques, mais elles n'étaient pas dans le top 10, ou des fois, il y en avait une ou deux qui apparaissaient au fil des trimestres. Mais si on regarde dès 2016, 5 ans, en fait, presque 10 ans plus tard, la quasi-totalité des plus grandes entreprises, si on regarde le top 10, ce sont des entreprises numériques. Et si on regarde par la suite 2021, si on regarderait le top, je n'ai pas les chiffres à jour ici, 2025, il y a peut-être une entreprise financière qui se hisse dans le top 10, mais c'est essentiellement les géants du numérique, du côté des États-Unis, mais de la Chine également. Donc, ce sont vraiment les plus grandes entreprises, en fait, qui sont capables de capter justement cette dynamique d'accumulation et qui ont une influence sur les autres entreprises par la suite. Donc pour nous, ce n'est pas nécessairement le secteur économique qui engendre le plus grand nombre d'emplois. Ce n'est pas non plus, en fait, il existe encore des géants dans le monde de la finance, de la distribution, des énergies pétrolières, gazières ou autres. Ça continue à exister, mais vraiment, les plus grandes entreprises à travers le monde sont ce qu'on appelle les GAFAM, les géants du numérique. Autre élément aussi, mais je vais aller vite sur ces différentes données. Pour nous, dans ce stade du système capitaliste, se met en place une nouvelle forme d'extraction du travail humain, ce qu'on appelait le digital labor, donc c'est-à-dire le travail du clic, le travail, par exemple, des gens qui livrent différents repas à travers Uber Eats, Foodora et d'autres compagnies. Ils se promènent ici souvent à Paris, on les voit, ce sont des travailleurs du clic, entre autres. Le travail en ligne, par exemple, qu'on fait aussi, même sans s'en rendre compte, quand vous partagez des contenus, vous cliquez j'aime, cliquez. Est-ce que c'est du travail? Il y a des débats sémantiques, on peut peut-être laisser ça à la période de discussion. Des gens qui disent, en fait, c'est qu'on construit, en fait, on produit une certaine valeur ajoutée qui est
capté par l'entreprise par la suite et qui permet de faire d'immenses quantités de profits par la suite. Certaines personnes même en font une profession, ils deviennent youtubeurs, influenceurs à temps plein, ils sont capables de de monétiser leur contenu et de faire beaucoup d'argent avec ça, alors que une autre personne comme vous et moi qui ferait uniquement le même type de travail ne serait pas rémunérée pour ce faire. Donc, le fait d'être rémunéré ou non, ce n'est pas un critère qui permet de distinguer le travail humain pour nous, c'est la capacité à produire de la valeur qui est appropriée par une entreprise par la suite. Donc, on a ces différentes dimensions qu'on observe, et à ce moment-là, se met en quelque sorte une configuration qui fait en sorte que se surajoute le capital algorithmique qui vient prendre le relais, qui est basé sur une accumulation de la valeur par extraction de données personnelles, monétisation, marchandisation de ces différentes données, mais elles servent principalement aussi à entraîner des systèmes algorithmiques d'apprentissage automatique qui sont par la suite distribués, déployés dans plein de sphères de la société. Et depuis l'avènement de ce qu'on appelle l'IA générative, donc ce qui est comme ChatGPT, des logiciels de création automatique de vidéos, d'images, de sons, de musique et autre chose, ça ne fait qu'amplifier cette dynamique. Et on a même écrit la première version de cet ouvrage avant que ChatGPT arrive. Donc, on est arrivé après ça à la fin de l'automne 2022. On s'est dit, ah, on doit écrire un autre bout du livre parce que c'est en train de se développer en temps réel. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la question de l'intelligence artificielle par la suite. Donc, pour nous, en fait, pour peut-être mettre de l'eau au moulin de la thèse du capital algorithmique, il y a ce qui se produit dans la sphère économique, technologique d'une part, mais pour nous, c'est une nouvelle forme de pouvoir qui se met en place. Un pouvoir qui prend au moins 3, voire 4 formes différentes. Une immense concentration du pouvoir économique dans les mains des géants du numérique. Donc ça, ce pouvoir économique des géants du numérique se traduit dans la sphère politique par la suite. On voit que c'est extrêmement difficile de réguler les géants du numérique, notamment. Une autre dimension qu'on prend en compte, c'est la question de tout ce qu'on appelle biais algorithmique, oppression, injustice algorithmique, c'est-à-dire comment on entraîne des intelligences artificielles à effectuer différentes tâches à partir de grandes quantités de données personnelles dans lesquelles il y a des biais, parce que comme vous le savez sans doute, on vit dans une société qui n'est pas purement égalitaire. Il y a encore des formes de discrimination entre les hommes et les femmes, entre les personnes blanches, les personnes de couleur et autres choses. Il y a des différences en termes d'inégalité de richesse aussi. Et quand on entraîne les systèmes d'intelligence artificielle, si on ne porte pas attention, il y a une amplification et une automatisation de ces biais, de ces différentes injustices qui préexistaient avant. Donc, le pouvoir en termes d'oppression algorithmique, c'est comment les systèmes algorithmiques, contrôlés par des grandes entreprises privées, qui sont souvent centrés sur la quête de profit plutôt que le bien-être des individus, des gens, font en sorte qu'il y a une amplification de ces différentes oppressions qui existaient auparavant. Il y a aussi toute cette nouvelle sphère de pouvoir qui émerge de la gouvernementalité algorithmique. Donc, on se sert notamment des travaux d'Antoinette de Rouvois, d'autres auteurs ou autrices, notamment Karen Young et autres, qui montrent qu'il y a des systèmes de contrôle, de pilotage des conduites par des boucles de rétroaction, avec des systèmes qui sont parfois entièrement automatisés, parfois des systèmes d'aide à la décision. Il y a toute une typologie qu'on peut faire de ces systèmes algorithmiques, qu'on nomme aussi dans la littérature beaucoup des nudges, donc des petits coups de pouce qu'on fait, non pas pour obliger les gens à agir d'une certaine façon, mais on cherche à les influencer en ayant certains contrôles sur leur architecture, en fait, leurs différentes options disponibles. Donc ça, c'est toute une sphère qui émerge avec les instruments de l'intelligence artificielle qui se combinent au pouvoir économique des géants du numérique. Et ici, on pouvait ajouter peut-être une quatrième dimension qui n'est pas extrêmement bien développée, c'est peut-être un point faible de notre ouvrage. D'après nous, se met en place quelque chose comme une forme de rationalité algorithmique, une logique algorithmique, qui est au même titre peut-être les livres de Pierre Dardot et Christian Laval sur le néolibéralisme comme une nouvelle raison du monde, une forme de rationalité englobante, qui est un mode de subjectivation, qui est une certaine façon aussi de concevoir comment devraient fonctionner les différentes institutions, administrations publiques et autres. Et c'est une logique générale d'automatisation qui se combine, qui complète peut-être une logique néolibérale, donc une articulation entre les deux. Je n'aurai pas beaucoup de temps de aborder cet enchevêtrement ici, mais je vais le faire peut-être dans la période de discussion. Mais pour nous, il y a quelque chose de nouveau, d'inédit, qui se surajoute avec une certaine logique d'automatisation. Et qui tend peut-être, on va dire dans un discours, par exemple, on va tendre à remplacer le travail humain par des systèmes algorithmiques qui seraient impartiaux, objectifs, plus efficients, plus efficaces. Donc, c'est une certaine logique d'automatisation, on pourrait dire.
Et c'est en quelque sorte une sorte de consécration de la rationalité instrumentale développée par l'école de Francfort, en fait Max Weber et autres, mais une sorte de logique instrumentale pure, automatisée, qui se met en place par la suite dans différents systèmes, dans différentes sphères de la société. Donc, tout ça se met en place. Avant de passer notamment à l'autre question de comment ça converge avec les courants d'extrême droite, les courants autoritaires par la suite, notre thèse, en fait, c'est qu'il y a une certaine continuité avec ce qui existait avant, mais il y a quand même une discontinuité, un nouveau stade de ce système socio-économique dont on peut observer différents symptômes depuis les 15 à 20 dernières années. Notre thèse se distingue notamment de la thèse continuiste. Donc, il y a des gens qui disent que le néolibéralisme, on est encore dans le stade du capitalisme mondialisé, néolibéral financiarisé. La financiarisation n'a pas arrêté. Le néolibéralisme se poursuit. Certes, il y a des nouvelles configurations technologiques qui se surajoutent à ce qui existait avant. Il y a des processus d'automatisation, d'exploitation du travail humain qui se met en place. Certes, les géants du numérique sont là, sont présents, mais il n'y a pas de rupture essentielle avec ce qui existait avant. Donc, pour certains auteurs et autrices, en fait, on pourrait juste continuer à parler de néolibéralisme, puis on serait bien. Donc, pour nous, on critique cette thèse-là en disant qu'il y a assez d'indicateurs, notamment, qui font que si on utilise uniquement la grille d'analyse du capitalisme néolibéral, on manque plein de choses qui sont en train de se déployer sous nos yeux. Et au même titre que Marx lui-même essayait d'adapter continuellement ses propres analyses critiques par rapport à la reconfiguration du système économique sous ses yeux, il vaut la peine, d'après nous et d'après d'autres auteurs, de voir ce qu'il y a de nouveau et de continuité qui se joue à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une des premières choses. L'autre élément aussi, il y a il y a certains auteurs que vous connaissez peut-être, Michael Hart et Antonio Negri, qui ont déjà écrit une vingtaine, trentaine d'années sur la question du capitalisme cognitif, qui sont pour eux en fait un nouveau stade d'un système, d'un capitalisme post-industriel, qui serait basé sur une exploitation du travail vivant qui passerait maintenant par la multitude, par une coopération sur les réseaux en ligne. Et cette reconfiguration du système capitaliste serait essentiellement une forme d'extraction, de cooptation du travail humain. Et nous, on aborde leur œuvre, on se dit, ils ont plein de pistes d'intuition extrêmement importantes, mais pour nous, ils sont arrivés peut-être un peu trop tôt, en fait. Ils écrivent un certain stade du capitalisme néolibéral, à l'époque de l'économie du savoir notamment, à l'époque aussi où il n'y avait pas autant la présence de systèmes d'intelligence artificielle, les grandes plateformes numériques n'existaient pas encore. Et pour nous, en fait, ce qu'ils décrivent, c'est en quelque sorte le mélange entre un capitalisme numérique néolibéral qui est en train de se mettre en place avant. Pour nous, on pouvait utiliser les outils critiques du néolibéralisme durant cette époque. Et par la suite, en fait, ce qui se produit après 2007-2008, c'est une accélération des processus où le travail mort automatisé remplace de plus en plus le travail humain. Il y a aussi notamment la question des plateformes numériques qui jouent un rôle extrêmement important. Et pour nous aussi, le capitalisme algorithmique n'est pas un capitalisme post-industriel, c'est même un capitalisme hyper-industriel. Pourquoi? Parce qu'il va reconfigurer ce qui existait avant. Il reprend différentes dynamiques d'automatisation déjà présentes au 19e siècle sur les chaînes de montage qu'il peut y avoir dans différentes usines, une organisation du travail qui se met en place. Et beaucoup d'auteurs parlent notamment du concept de taylorisme digital pour parler de ce processus d'automatisation, mais qui se passe maintenant dans nos têtes aussi. Et par la suite, si on regarde aussi comment se développe l'industrie à l'heure actuelle, il y a une automatisation de l'agriculture, du secteur industriel, secteur des services comme tel. Ici, on regarde la production de gaz à effet de serre qui sont mis en place. C'est loin d'être une économie immatérielle, c'est vraiment quelque chose d'hyper matériel. Donc, on critique leur approche. L'autre discours, et peut-être qu'il y a différentes personnes ici que vous êtes davantage à l'aise ou vous êtes dans ce courant de pensée, qui dit en fait peut-être on serait passé vers un nouveau stade complètement, en fait un nouveau système économique en part entière qui se nommerait le techno-féodalisme. Donc c'est la thèse essentiellement de Cédric Durand, Yanis Varoufakis entre autres, et d'autres auteurs aussi un peu moins connus, qui disent en fait que le capital, son propre mouvement, et aussi ce qui se passe du côté du cloud aurait achevé ce système économique basé sur la propriété privée, sur la concurrence, pour développer un modèle oligopolistique ou monopolistique
qui serait basée sur une dynamique de rente, essentiellement, basée sur une extraction du pouvoir, du travail humain sur des territoires numériques. Donc, au même titre que le féodalisme était basé sur la propriété foncière à une certaine époque, maintenant, ce n'est plus la propriété foncière comme telle, mais la propriété des territoires numériques qui se mettent en place. Et nous critiquons aussi cette approche. Pour nous, elle est intéressante, mais il y a quand même la poursuite des principaux mécanismes d'accumulation du capitalisme qui se poursuivent. Même dans l'œuvre de Marx, on voit par exemple que l'accumulation se fait à travers la recherche de profit, l'intérêt, la rente. Donc la rente, c'est pas parce qu'il y a plus de rente qui se met en place avec les gens du numérique que la disparition de la recherche de profit, qu'il n'y a pas de recherche et développement qui est fait, qu'il n'y a pas de compétition et cette course à l'IA qui se met en place à travers le monde. Donc, pour toutes ces raisons, pour nous, en fait, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Donc, on rentre un peu dans les débats sémantiques. Comment nommer la configuration actuelle du capitalisme depuis les 10, 15, 20 dernières années? Qu'est-ce qui se déploie sous nos yeux? Deuxième partie de ma présentation, qui est un nouvel ajout, en fait, à quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, notamment, en fait, qui est un peu, je dirais, qui est une exagération, une amplification des pires choses qu'on pouvait anticiper lorsqu'on a écrit ce livre, c'est que le système du capitalisme algorithmique pendant sa très grande période, donc c'est un nouveau stade qui est assez jeune, autour de 2007-2008, mais qui était assez compatible avec les paramètres de la démocratie libérale représentative. Donc c'est un système qui se mettait en place du côté des États-Unis, mais de différents pays européens notamment, à travers le monde. Du côté de la Chine, il y avait quand même ce même déploiement, puis on l'analyse un peu dans le livre, un capitalisme algorithmique autoritaire, centralisé, avec un système hybride qui n'est pas tout à fait communiste, qui n'est pas socialiste, qui est capitalisme, un capitalisme étatique très fort, où l'IA se déploie dans un contexte non démocratique. Donc on s'est dit, il y avait comme deux grandes formes de ce système, le capitalisme libéral états-unien, nord-américain, mais qui se déploie à travers le monde, capitalisme autoritaire, algorithmicisé, qui se met en place aussi. Mais là, il se joue quelque chose, d'après nous, qui converge avec la crise des démocraties libérales à travers le monde, que certains auteurs, dont Yashamouk, nomment le processus de déconsolidation démocratique, qui se caractérise par une perte de confiance envers les institutions de la démocratie libérale, qui se caractérise avec la montée des populismes autoritaires de droite à travers le monde, avec la montée des régimes autoritaires. Et si on regarde les palmarès des démocraties libérales depuis les 15-20 dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus de régimes autoritaires, semi-autoritaires qui se mettent en place à travers le monde. Donc, ce processus-là survient au moment où le capitalisme algorithmique arrive. Et là, ce qu'on assiste en fait de façon accélérée, amplifiée, depuis l'arrivée de la nouvelle administration de Trump, c'est vraiment la convergence en fait de courants autoritaires d'extrême droite avec les élites des géants du numérique qui mettent en fait toute cette logique algorithmique au service d'un projet autoritaire, d'un coup d'État assisté par l'IA notamment. Certains auteurs commencent à utiliser cette expression. Et là, en fait, c'est la nouvelle hypothèse que j'aimerais vous soumettre au jeu ici pour qu'on puisse en discuter. Est-ce que c'est un terme adéquat pour décrire ce qui se produit? Mais il se produirait quelque chose depuis 2024-2025, l'avènement, les premiers soubresauts de ce qu'on pourrait appeler un techno-fascisme. Comment sommes-nous arrivés là? Dans une première période d'émergence, le capitalisme algorithmique, on pourrait dire de 2007 à 2016 environ, se met en place dans une logique solutionniste. Donc, on s'est dit, il y a une crise de légitimité de Wall Street, de la grande spéculation financière. On s'est dit, maintenant, il faut trouver des nouveaux leviers de croissance économique, mais pour une prospérité partagée. On voit que le néolibéralisme cause plein de problèmes. On va développer peut-être à travers Uber, Airbnb, des nouvelles formes d'emploi. On va essayer en fait d'avoir un discours qui va répondre à des enjeux sociaux, environnementaux et autres. Et à cette époque, en fait, la Silicon Valley, les principaux entrepreneurs millionnaires à l'époque, qui sont devenus milliardaires par la suite, avaient un discours assez, on pourrait dire, progressiste, mais ce que Nancy Fraser appelle le progressisme néolibéral, une forme un peu de combinaison de discours peut-être inclusif ou égalitaire du point de vue des luttes contre les discriminations, mais encore dans une logique méritocratique, individualiste, néolibérale, qui ne remet pas en question les paramètres du système économique en place. Il y avait aussi à l'époque, si vous vous souvenez peut-être, toute cette mouvance, en fait, et ces différents mouvements de contestation à travers le monde, Occupy Wall Street notamment, le printemps arabe, donc plein de régimes autoritaires sont tombés par des soulèvements populaires. Et à l'époque aussi, il y a beaucoup de soulèvements qui ont utilisé les médias sociaux, notamment Facebook, Twitter par la suite. On a appelé par exemple le soulèvement du côté de la Tunisie comme une révolution Twitter, comme si
Twitter, l'entreprise, était capable d'accélérer, faire carburer cette révolution, et comme si la démocratisation de l'espace public par le monde numérique allait pouvoir en fait permettre l'avènement des démocraties libérales à travers le monde. Donc, il y avait durant cette période de décollage de ce système socio-économique un discours qu'on pourrait nommer de techno-optimiste. Donc, une idée que la technologie, le progrès dans la sphère du numérique allait de pair avec le progrès au niveau démocratique, social, économique et autres. Arrive par la suite une deuxième phase, de sous-phase plutôt de cette phase du capitalisme, qui correspond à l'arrivée de Donald Trump, notamment, de 2016 à 2020, que moi et d'autres gens, on nomme un peu la phase du désenchantement. Donc, à cette époque, en fait, il y a l'idée peut-être qu'il n'allait pas avoir uniquement la circulation de l'information à travers l'espace public, il allait avoir aussi cette accélération de la désinformation. Il allait avoir aussi, par exemple, ce qu'on a commencé à nommer des chambres d'écho, des systèmes de bulles de filtre où les gens s'enferment progressivement dans leur espace informationnel et il allait avoir une montée, en fait, des polarisations des discours en ligne. Au même instant aussi, autour de 2017, 2018, 2019, par la suite, une série de grands scandales sont arrivés. Du côté de Cambridge Analytica, notamment, cette firme britannique d'analyse de données personnelles qui a vendu son influence, en fait, ses différentes formes d'intelligence, d'analyse algorithmique des comportements, à la campagne du Brexit notamment, et aussi au Parti républicain du côté des États-Unis, qui aurait eu une influence quand même décisive sur l'élection de Donald Trump. Même si cette compagnie n'avait pas existé, probablement que Trump aurait été élu, on ne le sait pas vraiment, mais il y a quand même en fait cette série de choses qui est arrivée par la suite. Des lanceurs d'alerte ont dit notamment que les réseaux sociaux avaient des impacts extrêmement complexes, néfastes sur la santé mentale des jeunes, des adolescentes, des enfants notamment. Et à cette époque aussi, ça existait depuis environ une dizaine d'années, toute la critique de la surveillance en ligne, de la vie privée et autre chose. Donc, les gens qui étaient au courant de ces enjeux existaient bien avant. Mais autour de 2017-2018, il y a eu ce qu'on appelle le tech clash, donc c'est-à-dire un backlash anti-tech, c'est-à-dire une forme de remise en question du pouvoir des géants du numérique qui s'est mis en place. Et là, après, qui est une autre sous-phase de ce système, qui est en quelque sorte une accélération de ce processus pendant la pandémie, on a une thèse entière dans le livre qu'on parle en fait de la période de la pandémie de COVID-19 comme étant une grande accélération ou un grand bond en avant dans le déploiement de ces différentes technologies algorithmiques. Pourquoi? Comme vous le savez, avec le confinement, le grand confinement qui s'est mis en place, on était du jour au lendemain obligé d'utiliser le télétravail, l'enseignement à distance, nos apéros Zoom. Je ne sais pas si vous en avez fait un peu en France. On était confinés chez nous. On devait en quelque sorte utiliser nos appareils numériques pour faire à peu près tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que cette exposition au temps d'écran a explosé en flèche. Et les géants du numérique aussi, il y a eu une bulle à ce moment-là. Leurs profits ont explosé. Notamment, il y a eu une bulle des cryptos en même temps autour de 2021 qui a explosé par la suite en 2022. Et durant cette période, ce qui se passe, c'est qu'il se produit aussi dans les espaces numériques ce qu'on appelle une dynamique confusionniste, où il y a eu un brouillage des cartes, en fait. La montée des théories du complot, notamment conspirationnistes. Évidemment, il y avait des choses parmi les théories du complot qui se sont avérées vraies, en fait. On pourra peut-être en discuter par la suite. Mais il y a eu, du moins, je ne sais pas en France, mais du côté des États-Unis et du Canada, des mouvements de contestation des mesures sanitaires parmi, en fait, une certaine partie de la population qui n'était pas nécessairement de gauche, de droite ou de centre, se sont politisés à cette époque et ont fait différentes convergences avec des courants de droite, d'extrême droite notamment, même des gens qui étaient contre-culturels, davantage hippies pour différentes santé, en fait, des différentes formes de médecine alternative qui étaient anti-vax, entre guillemets, opposées aux mesures sanitaires, vaccins et autres, ont convergé avec des courants ultra-conservateurs. Et s'est mis en place que Naomi Klein, dans son ouvrage que je vous recommande aussi, elle a écrit Double, Enquête sur le monde miroir, en fait, c'est fait une sorte de brouillage des cartes qui a accéléré, en fait, la montée des courants d'extrême droite. Et là, j'arrive à la fin, en fait. On arrive dans une période dont nous sommes héritiers de cette forme de brouillage des cartes, de désorientation, de perte de repères, de crise de légitimité des institutions démocratiques, mais aussi de plus en plus de la science, du journalisme, des médias de masse, des universités. Et là, en fait, aux États-Unis notamment, avec l'arrivée de Donald Trump,
Ce qui s'est produit en fait depuis 2 ans environ, c'est un réalignement des géants du numérique, des différentes élites, dont Mark Zuckerberg, Jeff Bezos notamment, Elon Musk aussi, qui était avant, on pourrait dire, un peu centriste, un peu républicain, un peu démocrate ici. Il s'est radicalisé de plus en plus vers différentes idées d'extrême droite. Il s'est mis en place en fait une reconfiguration extrêmement inquiétante que je nomme et d'autres auteurs nomment le techno-fascisme. Pourquoi j'utilise ce terme? Pour aller vite. Pour essayer de catégoriser ce que j'entends par extrême droite. Donc, c'est un terme controversé en France, mais vous l'avez assez utilisé. Du côté du Québec, Canada, c'est un terme en fait qui fait peur parce qu'on dit l'extrême droite, ça n'existe pas vraiment au Québec, au Canada, il n'y a pas de courant d'extrême droite, mais en fait, ça existe. C'est en fait marginal du point de vue partisan. Donc, très peu de partis politiques se réclament de. En fait, il y a même ici Éric Zemmour, Marine Le Pen ne vont pas dire nous sommes d'extrême droite, ils vont nier cette étiquette. Mais pour nous, en fait, ce qu'on entend par extrême droite, c'est une combinaison de 3 grands critères. Une vision ethno-nationaliste. Donc, ce n'est pas uniquement d'être nationaliste, mais d'avoir une vision ethnique et assez étroite de la nation, basée en fait sur ceux qui sont nés ici, avec les idées de préférence nationale, par exemple, ou une vision très identitaire. Deuxièmement, une vision autoritaire. Donc, il y a tout ce qu'on appelle dans l'école de Francfort, notamment l'enquête sur la personnalité autoritaire qui se met en place. Et lorsque ces partis d'extrême droite prennent le pouvoir, ils ont tendance à concentrer le pouvoir dans les mains du pouvoir exécutif, notamment, à ne pas respecter la séparation du pouvoir. Et aussi une certaine hostilité à la démocratie. Donc, l'hostilité à la démocratie, il y a différentes branches de cette extrême droite. Il y a des gens qui disent on va jouer le jeu parlementaire, on va se présenter dans les urnes pour prendre le pouvoir. Donc on va dire ça peut pas être extrême droite parce qu'ils se présentent dans le système parlementaire, ils respectent les règles de cet état de droit. Mais en fait, une fois au pouvoir, souvent ils remettent en question différents paramètres de cet état de droit, notamment la protection des minorités, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils cherchent parfois aussi à changer la Constitution par la suite. Et il y a parmi les courants d'extrême droite, cette extrême droite, les courants suprémacistes blancs aux États-Unis, néo-nazis, néo-fascistes, qui rejettent complètement le système parlementaire. Mais si on met la grande catégorie extrême droite, il y a 2 sous-courants que certains auteurs, dont Casmoude, amènent. Le courant du populisme de droite radicale, dont font partie Matteo Salvini, Marine Le Pen, Zemmour, Donald Trump, Javier Milei, en Allemagne et dans la plupart, en fait, des démocraties occidentales, il y en a plusieurs, et les courants de ce qu'on appelle extreme right en anglais, qui est une sous-catégorie de far right, qui est le courant vraiment, les groupuscules armés, vraiment on pourrait dire ici le bloc identitaire qui n'existe plus, mais il y a d'autres courants qui continuent à exister, par exemple. Ces différentes montées d'extrême droite s'expliquent par différentes choses, je vais aller vite sur ça. La montée des inégalités sociales qui amplifie un sentiment de précarité économique et une peur du déclassement notamment, une crise de confiance envers les élites, les gouvernements, le régime représentatif, une crise identitaire, on pourrait dire, mais qui est amplifiée par les discours d'extrême droite à propos du débat entre majorité, minorité, les débats autour de l'immigration, la sécurité, l'islam, la question de la compatibilité des civilisations et autres choses. Donc vraiment, ça peut jouer. Au niveau technologique maintenant, ce qui est intéressant, et je commence à travailler dans mon prochain prochain de livre, c'est qu'il y a des mécanismes, des processus automatisés, en fait, qui amplifient cette extrême droite à l'heure actuelle. Notamment la dynamique de polarisation algorithmique, basée sur le modèle d'affaires des géants du numérique, des réseaux sociaux notamment, qui donne plus, en fait, de visibilité, d'exposition à des contenus sensationnalistes qui provoquent la haine, la colère et ainsi de suite. Pour donner un exemple très clair, je ne sais pas si vous savez, sur Facebook notamment, vous pouvez mettre un petit j'aime quand vous aimez un contenu. Si vous mettez un petit émoticône avec un bonhomme en colère, il y a 5 fois plus d'exposition, de visibilité dans vos réseaux comme tel. Donc, il y a vraiment un modèle d'affaires pour créer en fait du sensationnalisme du débat public qui amplifie ce phénomène de chambre d'écho notamment. Deuxième élément, il y a une guerre culturelle menée par les courants d'extrême droite. Et ici, j'ai un ouvrage aussi que vous connaissez peut-être de Pierre Plorotu, Maxime Massé, qui s'appelle Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Donc, il y a tout en fait cette exploitation en fait de cette logique d'influenceurs en ligne qui existe depuis extrêmement longtemps. Alain Soral, à l'époque, a déjà commencé avec des vidéos YouTube, et ainsi de suite. C'est un peu la première génération de ces courants d'extrême droite qui ont exploité les rouages de l'économie numérique. Mais depuis, ça s'est vraiment extrêmement bien diffusé. Et ça, c'est vraiment présent en France,
Canada, États-Unis. Il y a toute une industrie, en fait, des médias de cette ultra-droite qui se mettent en place et qui se trouvent des relais dans les médias de masse par la suite. Comme par exemple, aux États-Unis, il y a différents sites comme Breitbart News, il y a des sites de réinformation, des sites de groupuscules, ou ainsi de suite, mais dont les discours, les messages, parfois les campagnes de désinformation sont repris par la suite par Fox News, qui est un grand média suivi par des millions de personnes. On a la même chose au Québec avec l'Empire québécois notamment, où il y a plusieurs chroniqueurs populistes, voire d'extrême droite aussi, qui propagent ce genre d'idées. Et ici en France, avec l'Empire Bolloré, vous connaissez peut-être, qui reprend, qui crée du relais, en fait, de sites de campagne, en fait, d'extrême droite dans différents sites web et qui relaie les discours par la suite. Donc ça, c'est une des dimensions. L'autre dimension qui est intéressante et inquiétante, c'est des nouvelles idéologies d'extrême droite qui apparaissent dans les cercles de la Silicon Valley comme telle. J'en parle un peu dans le livre ici. Il y a un des courants, en fait, qui est une forme de constellation de nébuleuses idéologiques qui se nomme, en anglais, cet acronyme, c'est TESCREAL, T-E-S-C-R-E-A-L, pour transhumanisme, extropianisme, singularisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace et long-termisme. Donc, c'est en fait une série d'idées qui existent environ depuis les années 90 qui renouvellent le discours transhumaniste, comme quoi les nouvelles technologies, le progrès permettrait peut-être de dépasser la condition humaine, que ce soit par des implants, des implants cérébraux qu'on serait capable, en fait, peut-être d'augmenter nos capacités cognitives, nous brancher à travers des intelligences artificielles pour augmenter nos capacités intellectuelles. Il y a notamment, à travers la quête de cette immortalité du corps aussi, donc il y a plusieurs investisseurs, dont Peter Thiel, Sam Altman, et ainsi de suite, qui, en fait, investissent dans des compagnies de cryogénisation qui veulent, en fait, avoir la vie éternelle comme telle. Il y a différents courants aussi avec le cosmisme de conquête de Mars, de l'espace notamment, qui se mettent en place, et différents courants qu'on appelle le long-termisme, un courant un peu étrange, amené par Nick Bostrom notamment, William McCaskill, des philosophes proches de l'université d'Oxford, qui est une vision utilitariste du monde, mais vraiment, on pourrait dire, boostée aux stéroïdes, parce qu'ils considèrent que si on doit prendre en considération ce qu'on doit faire, comment on doit agir, on doit considérer les générations à venir, futures, non pas sur les 50 ou les 100 prochaines années, mais sur des milliers, voire des millions d'années supplémentaires. Et là, ils disent qu'il faut calculer, en fait, comment on doit agir maintenant pour voir comment on pourrait développer des consciences qui seraient simulées par ordinateur. On pourrait conquérir des galaxies par la suite et on doit voir comment la super intelligence artificielle qui pourrait être déployée permettrait de bénéficier à l'humanité par la suite. Donc, c'est vraiment des théories assez excentriques, on pourrait dire à quoi ça sert. Mais en fait, les principaux géants du numérique, Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman et ainsi de suite, carburent à cette philosophie long-termiste, en fait, qui considère même la pauvreté mondiale comme un petit problème assez marginal si on regarde le temps extrêmement long, considère le changement climatique comme étant inquiétant, mais c'est rien à comparer des risques et des promesses futures d'une super intelligence artificielle, par exemple. Donc, c'est vraiment des philosophies extrêmement inquiétantes. À ça se rajoutent, en fait, des courants techno-optimistes. Donc, il y a un court essai que je vous recommande de lire qui s'appelle le Techno-Optimist Manifesto de Mark Andreessen, qui est un investisseur de capital risque extrêmement influent du côté de la Silicon Valley, qui écrit un essai qui mêle les idées néolibérales, accélérationnistes, une vision aussi qui cite Marinetti, le futuriste italien qui s'est rapproché du courant fasciste initialement, et qui dit, par exemple, les sociétés, c'est comme des sharks, they grow or die. Donc, les sociétés comme des requins. Il y a une vision de compétition, de conquête du monde qui est mise en place. Et ces différents auteurs, en fait, il y a d'autres courants, et je vais peut-être conclure avec ça, qui sont des courants néo-réactionnaires. Donc, il y a deux auteurs assez influents, dont Nick Land, notamment, qui est un deuxien de droite, qui a développé cette idée, notamment avec un autre, on pourrait dire, intellectuel autodidacte qui s'appelle Curtis Yarvin, Y-A-R-V-I-N, qui a développé l'idée d'une forme d'accélérationnisme de droite et le courant néo-réactionnaire, qu'eux nomment NRX, avec un petit X ici. Pour eux, en fait, c'est la démocratie, l'idéal des Lumières, l'égalité, ça ne fonctionne pas. Il faut démanteler la démocratie et établir un régime autocratique, technocratique, voire monarchique. Mais pour eux, à l'heure actuelle, si on voit qui pourrait être le roi, le dirigeant de la cité de leur côté, c'est le CEO d'une entreprise, le PDG d'une grande entreprise.
Et ils disent en fait ouvertement, il faut démanteler la démocratie, l'idée d'égalité, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est un courant, même aussi, ils ont développé un livre en fait que j'ai pas le temps de lire, qui s'appelle The Dark Enlightenment, donc les lumières sombres, qui rejettent l'idéal des lumières, les idées de liberté, d'égalité, fraternité par la suite, mais qui reprennent ça de façon assez étrange. Pour eux, le système économique capitaliste est dans une tendance d'accélération de tout ce qui se passe, dissout les formes d'institutions, de formes de subjectivité, mais il faut embrasser ce mouvement d'accélération pour créer le post-humain par la suite. Et c'est vraiment des idées qui sont non seulement reprises par des gens un peu étranges, mais vraiment par les milliardaires de la Silicon Valley à l'heure actuelle. Donc, quels sont les impacts concrets de cette chose? Puis je vais conclure avec ça. En fait, comment se met en place cette reconfiguration des courants d'extrême droite, des nouvelles idéologies, en fait, qui apparaissent dans les cercles de la Silicon Valley, et comment ça se met en place dans la nouvelle administration Trump. Comme vous le savez peut-être, lorsque Trump a pris le pouvoir, cette fois-ci, il n'arrivait pas avec un manque de préparation comme le premier mandat. Plusieurs personnes se sont dit que ça va être un peu étrange, chaotique. Son entourage va essayer de réparer les pots cassés, va essayer de faire du damage control. On va essayer en fait de... Ça va être un peu turbulent, mais il ne saura pas vraiment comment agir. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il a pris le contrôle du pouvoir exécutif, législatif, et les courants républicains, le pouvoir judiciaire est maintenant sous contrôle du pouvoir républicain également. Le plan que vous connaissez peut-être, le projet 2025, qui a été développé par la Heritage Foundation, qui est un think tank ultra-conservateur, a pour plan, et c'est déjà commencé, en fait, Donald Trump a commencé à essayer d'instaurer ce plan-là, de faire une purge de l'administration publique fédérale notamment, en allant remplacer différentes têtes, différents postes clés, de ce que Trump nomme le Deep State, donc l'État profond, pour le remplacer par des fidèles, par des personnes vraiment qui pensent vraiment comme lui, même s'il manque cruellement de compétences. Donc ça se met en place à ce moment précis où on se parle. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que maintenant, les personnes dont je vous ai parlé, un peu Peter Thiel, qui était un proche de Elon Musk, qui a créé PayPal notamment, qui est républicain depuis extrêmement longtemps, a financé Curtis Yarvin, dont je vous ai parlé. Il a aidé, soutenu financièrement pour développer, diffuser ses idées. Il a mentoré J.D. Vance également, qui est le vice-président des États-Unis. Et si on regarde lors de la cérémonie d'assermentation, vous avez peut-être plus les images à travers le monde, tous les géants de l'industrie numérique étaient présents à cet instant-là. Et ce qui se met en place, c'est vraiment une forme de convergence d'intérêts extrêmement fort. Cette oligarchie qui existait avant des géants du numérique, qui existe depuis extrêmement longtemps aux États-Unis. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a eu des milliardaires avec beaucoup d'influence, mais maintenant, ils ne se contentent plus d'opérer leur influence à travers des réseaux d'influence, de lobbying et ainsi de suite. Ils ont pris le contrôle direct de la Maison-Blanche, notamment avec des postes clés dans la nouvelle administration, mais aussi avec le DOGE, donc le département pour une efficience gouvernementale dirigé par Elon Musk directement. Et ce qui se met en place, en fait, dans le DOGE notamment, et là, j'ai essayé de suivre ça de près dans les derniers mois, c'est d'un démantèlement accéléré de la fonction publique fédérale en s'attaquant principalement à l'éducation, l'aide internationale, la réglementation dans le champ environnemental, la santé, entre autres. Le but, c'est de couper peut-être du tiers, voire de la moitié de la haute administration. Et il se sert, en fait, de l'approche du président argentin Javier Milei, libertarien. Donc, une approche, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment d'une extrême droite? C'est peut-être plus une approche libertarienne d'un État minimal. Mais ce qui se produit au même moment, c'est qu'ils coupent, ils mettent littéralement la tronçonneuse. Vous avez peut-être vu l'image de Javier Milei avec sa chainsaw, avec sa tronçonneuse. Et lors de la convention conservatrice qui a eu lieu il y a 2 mois environ, Javier Milei a donné sa tronçonneuse à Elon Musk. Donc, il a brandi dans les airs comme ça. Donc, on voit vraiment, il y a comme vraiment une alliance des droites réactionnaires à travers le monde qui se met en place. Et ce qui se met en place, et ça a été documenté à travers le Washington Post, le New York Times, The Guardian et ainsi de suite, c'est que Elon Musk et son équipe de jeunes hommes de 20-30 ans qui viennent de ses propres entreprises privées qui travaillent au DOGE utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les fonctionnaires, voir où on peut automatiser les coupures administratives. Donc là, ce qu'il y a de nouveau, c'est à la fois la combinaison d'une chose ancienne, couper dans la fonction publique, mesures d'austérité, on a vu ça dans plein de gouvernements passés, mais maintenant, l'intelligence artificielle permet d'accélérer le processus. Donc, on pourrait dire que c'est à la fois nouveau et ancien.
Notamment, ce qui se met en place aussi, ce qu'ils veulent faire, on va voir si ça va se produire dans l'avenir, ils veulent essayer autant que possible de remplacer des êtres humains, des fonctionnaires, par des systèmes d'intelligence artificielle, avec des compagnies qui vont prendre le contrôle direct de certains départements des États-Unis. Donc, il y a une certaine tentative de greffer le privé au public comme tel et de faire en sorte que les géants du numérique aient un contrôle direct sur certaines fonctions clés de la nouvelle administration. Et par ailleurs, ce qui se produit, c'est qu'ils coupent dans les services publics, l'aide sociale. Différentes personnes disent que dans les prochaines semaines, il pourrait y avoir des coupures dans l'aide sociale qui se mettent en place. Mais au même moment, ils investissent massivement dans l'industrie militaire, l'État policier. Le complexe militaro-industriel se remet en place et ils sont en train d'investir beaucoup dans le champ de l'intelligence artificielle. Et je vais peut-être finir avec cet élément. Un des éléments clés de la nouvelle administration Trump, c'est le projet Stargate, donc Porte des étoiles, qui a financé notamment Sam Altman de OpenAI, Oracle, avec un partenariat avec SoftBank, qui est un fonds d'investissement d'origine japonaise, qui est rendu saoudien. Il faudrait que je vérifie en fait sur son origine actuelle. Donc, ce qu'ils mettent en place, c'est une infrastructure industrielle de 500 milliards de dollars pour rivaliser avec la Chine pour devenir une superpuissance technologique. Donc, c'est ce qui se met en place à l'heure actuelle. Dans une logique expansionniste, comme vous le savez peut-être, Donald Trump, maintenant, ça nous inquiète un peu plus, nous, au Québec, Canada. Il fait des blagues avec le 50e État. Au début, je dis, bon, c'est une blague, on s'en fout un peu. Mais plusieurs personnes, dont moi et d'autres personnes en recherche, ils disent, avec cette insistance, cette répétition de blagues, et il y a eu des fuites de sources, comme quoi il y a des gens proches de Trump qui sont en train de prévoir des plans actuellement pour voir comment on pourrait annexer, vassaliser économiquement, voire prendre le contrôle du Canada, d'une certaine partie des frontières, ou ainsi de suite. C'est quelque chose qui est inquiétant quand même. Les États-Unis, l'impérialisme américain a existé depuis extrêmement longtemps, depuis que c'est la première puissance mondiale, l'impérialisme a existé. Mais là, c'est assez surprenant qu'il se retourne contre ses principaux partenaires, Canada, Mexique, l'Union européenne notamment. Donc, il y a cette nouvelle logique expansionniste qui a été mise en place, notamment pour le Canada, Panama, Groenland. Et il y a différentes recherches qui montrent en fait que ce qui se met en place à l'heure actuelle, puis je vais bientôt conclure, pour vrai, c'est qu'il veut aller chercher des terres rares, des minéraux notamment, qui sont stratégiques au niveau industriel et pour cette industrie de l'intelligence artificielle notamment. Donc le Groenland, pourquoi le Groenland? Il y a des terres rares, des minéraux extrêmement importants, stratégiques de ce côté. Les négociations qui se passent notamment avec la Russie, l'Ukraine, pour aller chercher une entente pour prendre 50% des minéraux, c'est une autre chose qui se passe à l'heure actuelle. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, cette logique extractiviste qui se met en place. Et dernier élément qui est inquiétant, la question du génocide, notamment du côté palestinien, Gaza. Comme vous savez peut-être, le conflit israélo-palestinien dure depuis une bonne centaine d'années déjà. C'est assez compliqué. Depuis l'attentat du 7 octobre 2023, je ne vais pas m'approfondir sur ça, il y a des bombardements massifs, des civils qui sont tués par dizaines de milliers à l'heure actuelle, par notamment certains systèmes informatisés, notamment qui utilisent des IA pour automatiser le ciblage des cibles, entre autres. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce génocide, puis là, je reprends ici le discours des Nations Unies de plusieurs acteurs d'ONG à travers le monde qui se met en place, a commencé sous l'administration de Joe Biden notamment, avec l'appui des États-Unis, même si les États-Unis disent « Hey, vous devrez faire attention, vous devez négocier la paix », mais ils continuent à armer Israël pendant ce temps-là. Mais là, maintenant, qui se produit, on a vu un cessez-le-feu au début janvier, mais depuis, les bombardements ont recommencé. Et même, ce qui est un peu absurde, vous avez peut-être vu cette vidéo générée par une IA, où on voit Trump Gaza #1. Donc, c'est une vidéo où on voit la reconstruction de Gaza, avec vraiment la grande statue en or de Trump, avec Elon Musk qui lance des billets d'argent à travers le ciel. On voit Benjamin Netanyahu avec Trump assis sur une chaise comme ça en train de boire leur petit cocktail sur le bord de la plage. En fait, il y a cette idée vraiment de pulvériser complètement la bande de Gaza, faire un nettoyage ethnique, de la remplacer par une station balnéaire sous contrôle américain, israélien ou d'intérêts internationaux. Donc, si on a un exemple de la pensée techno-fasciste qui se met en place, on la trouve dans cette vidéo-là, peut-être exposée de façon caricaturale, on pourrait dire, mais qui se met en place par une économie de guerre, la course à l'IA, une vision autoritaire notamment, et on ne sait pas jusqu'à quel temps, pendant combien de temps les institutions, la démocratie libérale des États-Unis va pouvoir absorber le choc de Trump, en fait. Est-ce qu'il va y avoir un démantèlement des institutions? Est-ce qu'il va être capable d'avoir
insurrections, il y a des soulèvements qui se mettent en place. En fait, on a vu le 5-6 avril notamment à travers tous les États-Unis. Est-ce qu'il va y avoir une résistance, la société civile, qui va être capable d'amortir le choc, voire de peut-être créer une division à l'interne dans la nouvelle administration Trump? On ne sait pas encore. Mais si le projet de Trump voit le jour, il veut accomplir la totalité de son processus, c'est un régime autoritaire basé sur l'intelligence artificielle notamment qui va se mettre en place du côté des États-Unis. Je vais m'arrêter ici, j'ai parlé un peu trop longtemps, mais c'est pour indiquer un peu un chantier qui est en construction sur les suites de ce capitalisme algorithmique qui a atteint un nouveau seuil, qui se combine à la crise de la démocratie et un régime autoritaire extrêmement inquiétant qui se met en place. Merci beaucoup. Merci. On a un bon 35 minutes pour discuter au moins. J'ai soulevé beaucoup de choses, donc vous pouvez aller dans tous les sens si ça vous convient. Pierre Dardot a une question. Commentaire. Plusieurs questions. Bon, la question que je voulais poser d'abord, c'est la question relative à ce que tu appelles les stades. Les stades. Tu utilises beaucoup ce terme-là dans le livre, à plusieurs reprises, pour parler des stades du capitalisme, depuis le capitalisme commercial jusqu'à ce stade du capitalisme que serait, selon toi, justement, le stade du capital algorithmique ou du capitalisme algorithmique. Bon, la question des stades est une question qui mérite d'être problématisée. Moi, je suis assez méfiant à l'égard du terme de stade. J'ai tendance à considérer qu'il y a plutôt des figures historico-singulières du capitalisme à différents moments, et que l'essentiel, du point de vue en tout cas de la compréhension du passage d'une figure à une autre, c'est ce qui se passe sur le plan politique. Peut-être que justement, à travers la notion de stade et l'usage de la notion de stade, il y a un problème qui est lié, me semble-t-il, à la place que tu donnes à la notion de mode de production. Parce que tu utilises assez souvent cette notion de mode de production. Tu l'utilises d'ailleurs d'une manière assez différenciée, parce que parfois tu parles du mode de production au sens marxiste du terme, donc comme unité entre des forces productives et des rapports sociaux de production qui découlent dans une large mesure de ces forces productives, ce qui, pour moi, pose un certain nombre de problèmes. Mais en même temps, tu parles très justement du capitalisme comme d'un ordre social institutionnalisé, en reprenant l'expression tout à fait judicieuse, me semble-t-il, de Nancy Fraser. Donc c'est pas du tout la même compréhension, parce que c'est pas du tout la compréhension que Marx avait, du mode de production comme déterminant, comme la base qui déterminerait ensuite non seulement les rapports sociaux de production, mais la superstructure juridico-politique. Donc c'est la raison pour laquelle je pose cette question-là. Finalement, tu parles de ça et tu dis c'est aussi une manière de faire monde. Tu dis à un moment donné, je crois que c'est la page 263, c'est le début de la thèse 13, et tu parles justement d'une manière de faire monde. Tu dis c'est un mode de production et un nouveau stade du capitalisme, mais en même temps une manière de faire monde. Faire monde, c'est très intéressant comme expression. Moi, je souscris tout à fait à cette formule-là. Ça me semble beaucoup plus intéressant d'ailleurs que l'utilisation du concept marxien de mode de production. Et je me demande justement en t'écoutant comment tu articules tout ça avec ce que tu viens de dire sur le technofascisme. Est-ce que c'est un nouveau stade à l'intérieur du nouveau stade que constitue en quelque sorte le capitalisme algorithmique? Est-ce que c'est une, comment dirais-je, une radicalisation des traits qui existent depuis le début du capitalisme algorithmique, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, depuis 2008, donc tu as des séquences, tu as une première séquence de 2008 jusqu'à l'élection de Trump, jusqu'à 2016, et ensuite tu as une seconde séquence, enfin la séquence qui s'ouvre véritablement avec l'élection de Trump, le deuxième mandat finalement de Trump, qui serait quelque chose qui radicaliserait en quelque sorte ce qui se trouvait déjà précédemment. Et je me pose vraiment la question de savoir comment tu articules tout ça, parce que souvent, ce qui me paraît, en tout cas, devoir poser problème à la lecture, à la première lecture, c'est le rapport entre ce qui précède et ce qui suit. Parce que tu as toujours tendance à dire ça continue, mais en même temps, ce n'est pas vraiment la même chose. Et donc, j'aurais aimé un peu plus de clarté concernant ce rapport, par exemple, entre le néolibéralisme, que tu considères comme un stade du capitalisme, et puis d'autre part, le capitalisme algorithmique. Parce que tu dis souvent, ça n'annule pas, mais en même temps, ça accentue, et ça dépasse, et ça constitue un nouveau stade. Et cette relation-là n'est pas toujours très claire. Enfin, par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec la présentation que tu fais, notamment dans la thèse 4, des différents, comment dirais-je,
l'auteur. Ouais. Ça me paraît tout à fait précieux, très intéressant, très documenté. Et de manière générale, c'est très documenté. Et pour un public français, ça a l'immense mérite de porter à notre connaissance un certain nombre de travaux, des travaux nord-américains, états-uniens, même tu as tout à fait raison de dire ça. Moi, j'en ai marre d'entendre américain. Je deviens absolument épidermique, ma réaction. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette précision. Et dire américain, c'est vraiment une manière de viol sémantique, à tous égards, hein, c'est-à-dire à l'égard de l'Amérique du Nord qui n'est pas états-unienne, et à l'égard évidemment de l'Amérique latine. Donc c'est assez important. Voilà, donc la question que j'aimerais poser, c'est cette question-là, d'autant que tu parles souvent de techno. Tu utilises, tu composes souvent des mots à partir du préfixe techno. Alors, je cite comme ça, tu parles du techno-nationalisme, à propos de la Russie, des États-Unis, de la Chine, etc. Et puis tu parles aussi, ce qui est très intéressant, c'est la thèse 15, il y a 4 scénarios qui sont envisagés. Donc là, c'est une question très très précise sur la façon dont la compréhension a été modifiée par ce qui vient de se passer depuis justement la victoire de Trump en 2025. Puisque tu envisages justement des scénarios pour l'avenir. Tu envisages 4 scénarios, d'ailleurs les expressions sont souvent assez marrantes. Je laisse les lecteurs aller à cette page-là, mais il y a donc le capitalisme algorithmique dérégulé, et tu mets que c'est une probabilité qui est très élevée. Ensuite, tu dis il y a un capitalisme algorithmique qui serait régulé par l'État, c'est la variante social-démocrate, et tu te demandes si c'est probable ou pas. Et puis ensuite, tu envisages une démocratie économique avec le biorégionalisme, avec l'écosocialisme, etc. Et puis enfin, alors là c'est carrément le pessimisme presque absolu, c'est l'effondrement avec l'autoritarisme local, et tu parles de canaux de sauvetage, d'ailleurs, ce qui donne une idée assez précise de la compréhension que tu as de cette 4e possibilité. Donc je me demandais quel est le rapport entre finalement la caractérisation que tu fais de la forme actuelle du capitalisme, j'ai bien compris, du capitalisme algorithmique, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler le premier scénario, c'est-à-dire le scénario qui est quand même assez foncièrement pessimiste, puisque tu parles, à propos du capitalisme algorithmique dérégulé, de fascisme fossile et de populisme autoritaire. La question que je me pose, c'est la question de savoir quel rapport il y a entre le capitalisme justement dérégulé, absolument dérégulé, fascisme fossile, populisme autoritaire. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que c'est une manière de dire, finalement, quand tu échafaudes cette notion de techno-fascisme, que c'est ce scénario-là qui est en train de se réaliser à travers la recomposition dont tu as parlé, notamment à travers la façon dont, justement, le techno-fascisme dont tu parles a été amené à se mettre en place. Voilà. Est-ce que c'est une façon de considérer que c'est cette menace-là qui se concrétise aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que ça relève d'un autre type de discours? J'aurais une question après, mais je m'arrête là. Une question sur Milei, parce que là, je suis en désaccord total avec la présentation que tu as faite. De Milei, ok. Bon, on pourra en revenir. C'est bien. Super. Est-ce que je réponds tout de suite ou j'essaie de reprendre 2-3 éléments puis après... Je pense que c'est mieux que tu répondes tout de suite. Parfait, ouais, c'est ça. C'était assez dense déjà. Donc... Oui, c'est ça, parfait. Je vais essayer de répondre à 2-3 éléments. Merci beaucoup pour ce commentaire généreux. Donc, je reprends plusieurs éléments, notamment l'idée des stades. Donc, les phases... en fait, je dirais qu'on a fait un travail conceptuel pour tenter de décrire ce qu'on entend par là, mais même à mes propres yeux, en regardant plus près, je disais « Ah, c'est peut-être pas assez travaillé ou approfondi, problématisé. » Donc, on a repris essentiellement certaines distinctions historiques reprises par différents auteurs, dont Nancy Fraser notamment, qui fait un certain découpage historique par phase. Pour nous, on s'est servi un peu, quoiqu'on ne le mobilise pas beaucoup, le cadre conceptuel de la théorie de la régulation, notamment, qui distingue des phases à travers des formes de rapports sociaux pour réguler la sphère du travail, le rapport à la monnaie. C'est des formes institutionnalisées, en quelque sorte, qui permettent de définir peut-être certains moments historiques précis dans lesquels se reconfigure le capitalisme. Pour nous, c'était important parce que on ne voulait pas non plus avoir une lecture qui serait techno-déterministe. C'est-à-dire, l'IA arrive, il y a une nouvelle transformation technologique, changement dans la façon de produire ce qu'on produit, et là, pouf, il y a un nouveau stade qui émerge un peu mécaniquement. Donc, pour nous, il y a quand même cette part-là de développement technologique qui joue, mais il faut qu'il y ait des nouvelles formes institutionnelles aussi qui se combinent
dans la forme du travail, la forme des entreprises, les relations de pouvoir dans la société, les formes même la forme même de cet État. Même dans le livre, on nomme État algorithmique avec un point d'interrogation parce qu'on commence à voir se mettre en place déjà depuis une quinzaine d'années des processus automatisés par des grandes compagnies privées qui prennent le contrôle ou qui commencent à introduire des systèmes d'intelligence artificielle, mais ça se fait de façon très parcellaire, en fait. Mais là, ce qu'on pourrait voir peut-être assister dans les prochaines années avec ce qui arrive aux États-Unis, vraiment la mise en place d'un léviathan algorithmique ou d'un État vraiment où là, c'est pas juste uniquement ponctuel ici et là, c'est mis en place de façon plus générique, mais c'est des hypothèses qu'on fait. Et je serais assez d'accord pour ouvrir peut-être l'idée de stade pour pas se confronter à une vision trop rigide ou se dire il y a un stade précis à ce moment précis. C'est vrai qu'on fait un travail comme ça peut-être pour essayer de décrire qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui émerge de nouveau autour de 2007-2008 qui se mettait en place avant mais qui s'est mis en mode accéléré par la suite. On prépare d'une nouvelle figure historique du capitalisme où les géants du numérique, extraction de données personnelles, l'intelligence artificielle sous forme d'apprentissage automatique se met en place et là se joue une nouvelle forme de ce système. Donc, on pourrait l'utiliser comme ça. La remarque sur l'idée de monde algorithmique, c'est bien. Et ça c'est mon co-auteur qui l'a amené initialement. Je dis, ah oui, c'est très bien l'idée d'un monde, on fait monde. Puis c'est vrai que ça commence à faire monde. On ne l'a pas vraiment développé tant que ça. Donc, un travail peut-être d'ontologie ou qu'est-ce qu'on entend par monde algorithmique. Mais une chose de pourquoi on a utilisé aussi ce terme-là, les gens disent, mais pourquoi vous utilisez algorithme, pas d'autres termes? Il y a des gens qui utilisent capitalisme numérique, technologique, cybernétique et autres. Algorithme, pour nous, est capable de mettre vraiment l'accent sur une technologie particulière qui s'est mise en place, mais c'est aussi une forme d'adjectif assez utile. On utilise pouvoir algorithmique, puis il y a beaucoup d'auteurs dans la littérature qui utilisent ça. Pouvoir, état algorithmique, logique algorithmique. Donc, c'est utile pour nous de reprendre ce mot-là. Donc, il y a une question presque... C'est un peu pour des raisons de sémantique, c'est assez aisé d'utilisation, mais pour nous, ça colle assez bien parce que les algorithmes jouent un rôle extrêmement grand. Mais ce n'est pas que ça. Des gens disent, mais là, vous mettez peut-être trop l'accent sur les algorithmes. Il y a toute la question des données, la question du travail, la question de plateforme. Pour nous, c'est tout interrelié. Et il y a d'autres auteurs dans la littérature que nous, on utilise, qui n'utilisent pas ce terme-là. Et nous, on dit, mais on renvoie grosso modo à la même période de ce système socio-économique qui se met en place. Pour le dernier élément, l'idée des différents scénarios, on le ramène dans le cadre de la thèse 15, où on parle notamment de la question écologique, la transition socio-énergétique notamment. Et il y a un des discours qui est présent notamment dans le monde de l'industrie numérique, comme quoi ça va pouvoir aider à assurer la transition vers une économie décarbonée, où avec l'utilisation d'IA, on va créer des robots qui vont nettoyer les différents océans. Vu qu'on utilise des technologies en ligne, télétravail, on utilise moins les moyens de transport, moins polluants. Il y a un discours vraiment solutionniste au niveau environnemental. On dit l'IA, les technologies numériques vont nous aider à résoudre la crise. Donc, nous, on dit, ça ne fait... Peut-être que certaines utilisations particulières peuvent être utiles, mais si on regarde comment cette infrastructure se développe à l'heure actuelle, largement, ça va amplifier la crise environnementale parce qu'on regarde juste la consommation de GES. L'infrastructure du cloud, à l'heure actuelle, consomme plus que l'industrie aéronautique à l'heure actuelle. Donc, même on parle moins prendre l'avion parce que ça a des enjeux environnementaux, mais en fait, utiliser nos ordinateurs, ça en a autant. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là. Et pour nous, les quatre scénarios qu'on reprend, qui n'étaient pas de nous, en fait, qui viennent de David Holmgreen, il y avait l'idée du brown tech. Donc, l'idée qu'avec cette amplification de la crise environnementale, ce qui va se produire, comme André Gorz aussi parlait un peu de ça dans les années 70, il pourrait avoir un certain régime autoritaire de rationnement qui se met en place, mais qui va en quelque sorte amener des systèmes de contrôle pour vivre avec un peu cette crise environnementale avec la planète qui se réchauffe. Et il y a des films de science-fiction, des romans de dystopie aussi qui montrent ça. Il y a tout le scénario du green tech, donc l'idée du capitalisme vert. Donc l'idée, on va pouvoir réguler cette économie numérique, on va pouvoir peut-être répartir un peu plus les profits, limiter, taxer les plus riches, on va pouvoir peut-être amener une forme de reconfiguration en réglementant l'industrie de l'intelligence artificielle, propulser les nouvelles énergies vertes. On se dit, ça se pourrait que ça se produise. D'après nous, ça ne règle pas le cœur du problème, mais on le voit. Et nous, quand on a écrit le livre autour de 2021, 2022, 2023, ça se mettait en place. Et Joe Biden, par exemple, aux États-Unis, l'Union européenne a mis en place différentes politiques environnementales, réglementation de l'IA, du numérique, protection des données personnelles. Canada allait dans cette direction. On se dit peut-être, si les choses vont pas si mal, on va peut-être arriver à un mode
de ce système socio-économique basé sur l'intelligence artificielle, les données, mais avec une forme d'encadrement juridique, législatif, qui va permettre de limiter les inégalités extrêmes, qui va permettre peut-être de nous diriger vers une économie plus verte. Nous, on disait qu'on n'y croyait pas vraiment, mais ça pourrait se produire. Et là, ce qu'on a vu, en fait, depuis l'arrivée de Trump, les premiers décrets, il a enlevé complètement toute réglementation environnementale des énergies fossiles. Il dit on va accélérer cette extraction de gaz naturel, le pétrole, le charbon. On a besoin de cette énergie pour notre infrastructure numérique et autres. Et là, on est vraiment dans le scénario des brown tech, c'est-à-dire énergie fossile, extrême droite, autoritarisme qui se met en place. Nous, on pensait que ça pouvait arriver. On disait probabilité élevée, mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Enfin, on ne savait pas, je lisais. Le rôle de l'IA, il va être assez important. Désirabilité faible, donc on ne souhaite pas que ça se produise. Probabilité élevée, mais ça a été une probabilité très, très élevée. Là, du côté des États-Unis, notamment, au niveau de l'Union européenne, des différents pays en France, peut-être pas encore. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Mais c'est ça, donc c'est ce qui se produit. Et là, la question, est-ce que c'est un nouvel stade, un nouveau temps? Est-ce que c'est un sous-stade, une sous-phase du système du capitalisme algorithmique? Mais ça, je pense qu'on va pouvoir peut-être y répondre dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, avoir un peu pas de recul par rapport à ce qui se produit. Donc, je serais assez agnostique à l'heure actuelle, soit que c'est un stade de radicalisation du système capitaliste en période de crise démocratique aiguë, où là, en fait, les différentes élites décident de mettre de côté complètement les contre-pouvoirs ou les grands critères de la démocratie libérale représentative, la séparation des pouvoirs, pour avoir une mainmise directe sur ce qui se produit. Est-ce que c'est autre chose? Ça, je laisserai peut-être la discussion se poursuivre. Parfait. Quelqu'un d'autre aussi? Merci beaucoup, hein. C'était passionnant. Enfin, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve que cette remise en perspective depuis 2007-2008, elle est vraiment utile. Moi, j'aurais 2 questions. D'abord, finalement, tu n'as pas du tout parlé des stratégies, oui. stratégies politiques, voilà, de l'action, quoi, de la résistance, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut opposer comme stratégie. Est-ce que la déconnexion, par exemple, en est une? Enfin, voilà. Là-dessus, j'aimerais quand même te répondre parce que c'est tellement désespérant comme conjoncture qu'il faut quand même réfléchir aussi là-dessus. Et puis, j'avais aussi envie de creuser un petit peu, enfin, que tu creuses davantage avec nous le concept que tu proposes, la catégorie que tu proposes, que vous proposez avec vos collègues, de technofascisme. Parce que, je me disais, enfin, moi ça a fait quoi, pas mal de choses que je travaille en ce moment. Notamment, Christian m'a conseillé un livre de Alberto Toscano sur le capitalisme tardif. Je ne sais pas si tu l'as lu. Fascisme tardif. Fascisme tardif. Fascisme tardif. C'est ça, oui. Fascisme tardif, ouais. Et donc, je me demandais, est-ce que dans cette hypothèse d'un technofascisme, vous avez commencé à travailler sur une confrontation entre ce technofascisme contemporain et le fascisme historique? Et est-ce que, puisque tu as cité à plusieurs reprises l'école de Francfort, est-ce que, comme Alberto Toscano, vous utilisez aussi les ressources des théoriciens de l'école de Francfort pour comprendre la nouveauté peut-être de ce technofascisme, tout en mobilisant des ressources comme la personnalité autoritaire à laquelle tu as fait référence? Je pensais aussi au texte de Marcuse, le texte de 1941 sur quelques conséquences de la technologie moderne. Il élabore ce concept de rationalité technologique pour comprendre le fascisme en pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je serais aussi intéressée de savoir comment vous envisagez cette difficile question de l'articulation, l'usage de la catégorie de fascisme pour penser le présent dans son rapport, mais aussi dans sa différence avec le fascisme historique. Super, parfait. Donc, je vais essayer de répondre brièvement, parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. Puis, j'ai dû malheureusement couper, parce que je voyais que j'avais pris presque 1 heure pour la discussion sur que faire, comment réagir, résister, riposter et autre chose. L'élément que je développe notamment, c'est qu'on peut et on doit agir sur au moins 4 fronts différents. Et sur chaque front, il y a des sous-catégories par la suite.
D'une part, ce que moi j'utilise comme terme, plus que déconnexion, on en parle un peu dans le livre, on parle de déconnexion individuelle, ça ne fonctionne pas vraiment pour lutter contre le capitalisme algorithmique. On peut le faire par soi-même pour avoir une forme d'hygiène de vie, d'équilibre, pour pas être constamment connecté, trouver des temps sans écran et autre chose. Mais nous, on fait, puis moi, ce que je commence à développer, c'est l'idée d'autodéfense numérique. Donc, jusqu'à tout récemment, j'utilisais, moi, personnellement, les médias sociaux en étant entièrement conscient de la surveillance, utilisation des données personnelles et autre chose. Je me suis dit, ben, on vit dans une démocratie libérale. Il y a un peu cet arbitrage à faire entre avoir une certaine visibilité, influencer des gens, rester anonyme en ligne. J'ai choisi d'être visage peu découvert. Et là, je me dis ce qui se passe aux États-Unis. Je me dis, il faut avoir la cybersécurité, retour à la protection de la vie privée, les VPN, des applications comme Signal, par exemple. Moi, j'en fais la promotion et de plus en plus de gens commencent à migrer vers ces plateformes de sécurité. Donc, je recommande, si vous utilisez WhatsApp, Messenger et autres, passer sur Signal. C'est la plus protégée jusqu'à l'heure actuelle. Donc, moi, en fait, il y a ça au niveau de la vie privée, mais aussi leur autodéfense numérique passe par l'action directe, des boycotts et aussi à plus large échelle par la souveraineté technologique, conçue en fait pas comme la souveraineté étatique, mais par soit les communs numériques, des infrastructures numériques libres, décentralisées. Par l'idée aussi, il y a Cédric Durand, Paris Marx et d'autres qui développent l'idée d'infrastructures publiques démocratiques, donc avec des contrôles démocratiques qui sont mis en place, qui seraient en quelque sorte conçus, opérés, financés par différents pays non alignés. Donc l'idée, peut-être, il faudrait créer une alliance entre Canada, pays de l'Union européenne, des pays du Sud global notamment, pour créer des infrastructures numériques, pour ne pas utiliser celles de la Chine notamment, pas celles de la Russie ou des États-Unis pour créer autre chose. Donc ça, toute la question de comment reprendre du contrôle sur les infrastructures numériques et sur notre protection de la vie privée, c'est un des axes. Ensuite, c'est les mobilisations antifascistes larges. Et là, je me mets à lire en mode accéléré sur ça. Comment créer des fronts, comme ici en France, il y a eu la tentative du nouveau Front populaire. Là, bon, il y a eu des contradictions, ça a été un peu compliqué pour diverses raisons. Mais comment, comme dans des pays comme les États-Unis, Canada, tout ça, lutte contre l'oligarchie, mais contre cette extrême droite, des luttes contre des régimes autoritaires. Et là, on a beaucoup à apprendre de pays du Sud global, notamment, qui ont lutté contre des dictatures, des choses comme ça. Aussi, retour en France, peut-être avec la résistance à l'époque, comment ils se sont organisés les gens concrètement. On est dans un autre contexte complètement différent aujourd'hui, mais il y a vraiment cette dimension-là. Les deux autres éléments, la démocratisation de l'économie par les communs notamment, les communs, l'économie sociale solidaire, le municipalisme, retour à une échelle locale, les ZAD, le coopérativisme de plateforme et autre chose. Donc, comment démocratiser notre économie, ça, c'est un autre axe. Ça en fait beaucoup. Et dernier élément, l'internationalisme radical, ou, comme dirait Pierre Dadeau et Christian Laval, dont je n'ai pas eu la chance de lire l'ouvrage encore, une forme de cosmopolitique des communs. Il y a vraiment de ne pas se contenter de créer des communs comme des petits îlots de résistance ici et là, mais vraiment d'avoir une approche transnationale, de convergence, mobilisation de ce qui se passe aux États-Unis notamment. Et on voit, je pense en fait depuis quelques semaines, on fait cette forme-là de un certain retour, peut-être pas de l'altermondialisme, mais peut-être un nouveau cycle. Et je dis peut-être, je ne sais pas, on va voir un peu ce qui va se produire, mais il faut avoir vraiment une perspective internationaliste, compte tenu que les courants d'extrême droite, autoritaires, réactionnaires, ils sont en train de s'organiser comme une internationale à l'heure actuelle aussi. Donc, on doit créer autre chose. Donc, ça, c'est l'autre aspect. Rapidement, puis je ne pourrais pas vraiment approfondir cet enjeu-là, pour le nouveau livre, je m'intéresse notamment pour essayer de définir le fascisme ou cette extrême droite contemporaine que dans le livre, je distingue les deux initialement, puis je dis dans le livre, maintenant, je vais parler des courants d'extrême droite contemporaine comme un synonyme de ça. Donc, même si on peut faire la distinction aussi. J'ai pas lu l'entièreté du livre de Toscano, mais j'en ai lu plusieurs extraits. Enzo Traverso utilise le terme de post-fasciste de son côté. Moi, je trouve que c'est utile, mais pour moi, pour des raisons de simplicité, appelons un chat, on va l'appeler plus simplement, avec les nuances qu'on peut amener par rapport à ça. Et même si mon livre, je ne fais pas beaucoup de parallèles avec ce qui s'est produit dans l'histoire Mussolini, Hitler, quoi qu'avec Trump, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, je me dis, bon, les parallèles sont assez nombreux dans un contexte inédit aussi. Je mobilise davantage les travaux de l'École de Francfort sur la personnalité autoritaire, notamment ceux de Erich Fromm, Adorno notamment, Eva Illouz récemment un peu aussi, quoique je la critique un peu, mais je trouve qu'elle est intéressante par rapport à ça, aux différents types d'affects qui sont amenés. Marcuse, je le mobilise un peu, mais le texte de 1941, je vais aller le lire parce que je ne l'ai pas lu, en fait, puis ce que vous semblez dire vraiment aurait comme un lien direct avec ce que je suis en train de
de développer directement. Et je l'ai même un peu cherché du côté de Wilhelm Reich, qui est une figure qui était un peu autour de l'école de Francfort, qui est mort un peu dans la disgrâce, un peu dans une approche un peu étrange quand vous lisez la vie de Wilhelm Reich. Mais son livre « Psychologie de masse du fascisme » est vraiment un livre hallucinant, plein de sources d'inspiration. Donc je l'ai lu, je le mobilise, j'en garde et j'en laisse un peu aussi parce que c'est un livre assez étrange. Mais donc, je trouvais ça hyper inspirant pour décrire comment se structure la personnalité autoritaire et à notre époque, dans un monde numérique avec plein de processus algorithmiques qui se surajoutent, en fait. Donc, j'essaie de voir quelle est la structure de la personnalité autoritaire, pourquoi elle se met en place, pourquoi des gens adhèrent à ça. Non seulement qu'ils sont influencés, manipulés, mais c'est vraiment, ils ont une forme d'admiration, puis d'affect, puis d'identification à leurs dirigeants autoritaires. Et pour comment expliquer ça, là, je trouve que cette école de Francfort a beaucoup fait de travaux en fait, hyper inspirants pour essayer de comprendre et comment on peut actualiser ça dans notre époque. Donc, je vais conclure avec ça. Christian. Oui, merci Jonathan. Moi, j'ai trouvé que ton livre tout à fait remarquable et d'une très grande richesse, parce qu'il fait d'abord une synthèse de beaucoup de textes, de sources les plus diverses sur quelque chose qui est assez mal connu et souvent assez compliqué sur le plan technique quand on n'est pas spécialiste du tout de ce domaine-là. Donc c'était très enrichissant. Et en même temps, ce qui est compliqué dans l'analyse que vous proposez, c'est que vous avez plusieurs niveaux d'analyse. Vous avez le niveau économique, et c'est celui qui domine un peu, rien que par le titre. Donc, vous analysez une forme d'accumulation nouvelle, disons à partir d'une base technique, qui est celle de l'IA. Donc, il y aurait un nouveau capitalisme, on peut dire ça comme ça, tu as dit une nouvelle phase du capitalisme à partir donc justement d'une datafication, là je crois que c'est le terme que tu utilises, que vous utilisez, une accumulation donc de données, et puis la vente de produits prédictifs, enfin il y a toute une logique économique qui se développe. Et puis en même temps, dans le même livre, il y a un autre niveau qui est celui des formes de pouvoir. Et c'est là où vous dites qu'il y a une nouvelle forme de gouvernementalité qui n'est plus la même que la gouvernementalité néolibérale. Alors, en fait, il y a deux choses. D'une part, ça ne serait plus le capitalisme néolibéral, mais un capitalisme algorithmique. Ça ne serait plus la gouvernementalité néolibérale, mais une gouvernementalité algorithmique, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas au même niveau. Et c'est là où on pourrait se demander si on reste sur la technologie de pouvoir, si l'IA comme technologie de pouvoir est vraiment quelque chose qui fait rupture avec la gouvernementalité néolibérale. Alors là, il y a quand même aussi un problème. C'est que, en termes de pouvoir, il y a deux choses assez différentes dans le livre. Il y a d'un côté l'idée qu'il y a une production de nudge, d'incitation, de recommandation, on connaît tous ça, et ça c'est en fait quelque chose qui pourrait parfaitement convenir à une gouvernementalité néolibérale. C'est même une technicisation, une sophistication vraiment de ce que nous avons appelé gouvernementalité néolibérale après Foucault. Je ne vois pas vraiment la différence. Alors il y a autre chose qui est la décision automatique. Et ça, c'est vraiment un autre mode de pouvoir. Quand la bureaucratie, la démocratie sont carrément remplacées par la machine. Alors là, on a quelque chose qu'on comprend mieux le rapprochement avec le fascisme. Enfin, je veux dire, avec en tout cas un mode de gouvernement extrêmement autoritaire qui ne fait plus du tout appel à quelque chose qui serait une subjectivation humaine quelconque. Donc on a deux choses assez différentes dans le texte, et je voudrais justement qu'on puisse approfondir, parce qu'on peut à la fois tenir qu'il y a une continuité avec le néolibéralisme comme mode de pouvoir, et d'autre part une forme de rupture qui alimente effectivement le néofascisme actuel. Ça serait déjà plutôt une manière de s'entendre. Bon. Et dernier point,
Eh bien, c'est sur les alternatives, puisque nous, on s'intéresse à la fois au néolibéralisme, aux alternatives. Et là, la partie alternative, elle est un peu vers la fin. problématique, ne serait-ce que ce que tu dis, et par rapport même à ton travail, puisque tu es un spécialiste des communs et du municipalisme. Et là, tu ne laisses plus guère de place à ce qu'on appelait, il y a 10 ou 15 ans, les communs numériques. C'est-à-dire, au fond, il y a 15 ans, on pensait quand même que l'Internet était un terrain d'affrontement entre des logiques différentes et que pouvait se développer quelque chose d'autre. Enfin, il y a une littérature immense sur le fait que le numérique pouvait être un espace de formes démocratiques nouvelles, etc. Et là, ça semble avoir disparu de ton discours. Peut-être c'est pas l'objet, mais je sais très bien que toi, tu es un militant des communs. Et là, je m'interroge vraiment sur ce que tu en fais. Est-ce que tu as complètement abandonné l'espoir que l'Internet pourrait être un lieu de recomposition politique et sociale, ou si tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire de ce côté-là? Parfait. 2 excellentes questions. Je vais essayer de rebondir brièvement. Premier point, puis je pense, en fait, il y a tout un travail qu'on a commencé à faire, qu'on a effleuré, mais qui mériterait approfondissement. L'articulation entre gouvernementalité néolibérale, comme vous l'avez très bien expliqué, résumé, gouvernementalité algorithmique. Puis je pense que la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'influence du nudge, recommandation, puis ce qui est décision automatisée peut être bien distingué, entre autres. Puis je pense que pour nous, il ne faut pas rabattre l'un sur l'autre et les deux coexistent à l'heure actuelle. Mais là, tout est la question de leur articulation, leur imbrication, leur distinction. Et est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se surajoute, qui combine les deux à la fois? Donc ça, c'est la question qui est plus complexe. Pour nous, entre autres, Antoinette de Rouvroy disait notamment dans un de ses propres articles que la gouvernementalité algorithmique, pour elle, était plus basée sur un système pulsionnel, réflexe, donc qui passe sous le niveau de la conscience comme telle. Donc, elle distinguait parce que la subjectivité néolibérale passe justement par une certaine conception de l'individu comme entrepreneur de soi notamment, mais ça passe par plein de formes diverses aussi. Donc, pour nous, on disait, oui, c'est intéressant, mais on essayait aussi de ramener dans un chapitre qui me laisse un peu moi-même, en relisant le livre beaucoup plus tard, on voit nos propres angles morts, un peu des insatisfactions, des imperfections. On essaie de décrire quelle serait une forme de subjectivité qui serait le fruit, en fait, de ce nouveau stade du capitalisme. Et on arrive sur le thème de « moi connecté ». Donc, c'est un terme qu'on utilise. C'est un peu la forme de subjectivité sur les réseaux sociaux, notamment, et ce qui se joue de ce côté. Et pour nous, on voyait à la fois une poursuite de la logique néolibérale, de mise en scène de soi, de se concevoir comme une marque, entre autres. Donc ça, on voit ça beaucoup, en fait, du côté des youtubeurs professionnels, des influenceurs, influenceuses, notamment, où pour monétiser du contenu, avoir de la visibilité, elles se conçoivent elles-mêmes, puis il y a des études sur ça, sur la vision néolibérale dans les réseaux sociaux en ligne qui se poursuit, qui est amplifiée. Et aussi, en même temps, c'est youtubeurs, youtubeuses qui disent, en fait, être à la merci du changement d'algorithme de la plateforme. Donc, si on n'a pas assez de contenu, là, on perd en visibilité. L'algorithme vient de changer, donc je vais changer ma stratégie. Donc, un rapport adaptatif constant où la personne qui semble faire son propre travail de façon libre sur le réseau social, on voit bien sûr que cette personne n'est pas libre. Elle est en quelque sorte dépendante, qu'elle dépend de son écosystème médiatique, entre autres, sur lequel elle a très peu de prise. Donc, se combine cette dimension-là. Et dans la question de la subjectivité, on pourrait dire algorithmique aussi, il y a l'autre dimension aussi qui est différente, qui ne se joue pas, non pas du côté de la bureaucratie automatisée qui rend différentes décisions de façon opaque. Et là, c'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi elle a pris telle décision, avoir recours à ce qui se passe par la suite. Mais aussi dans la question de l'intersubjectivité avec un nouveau phénomène qu'on effleure un peu, qui est la question des chatbots, en fait, des formes d'amis virtuels qui se sont multipliés pendant la période de la COVID notamment, et des gens qui tombent amoureux de leur avatar numérique, de leur double. Et là se pose la question de comment se reconférer une forme d'intersubjectivité, d'hybridation humain-machine par l'algorithme qui capte notre attention, avec lequel on rentre en interaction. Donc, il y a comme une forme de subjectivité algorithmicisée qui se met en place. Mais encore là, j'utilise des termes, il y aurait vraiment quelque chose à aller creuser pour voir est-ce que ça correspond à ce que la gouvernementalité néolibérale était déjà en train de faire avant. Est-ce que ça se différencie? Comment c'est articulé? Donc, il y a tout un travail de chantier que
Je crois dire, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est l'ordre de la gouvernementalité algorithmique. Ça, je pense qu'on le décrit bien. Il y a d'autres auteurs qui en parlent. C'est différent de la gouvernementalité néolibérale. Comment se fait cette articulation-là? Je pense que dans le livre, on ne le montre pas assez clairement. Puis en essayant d'expliquer de vive voix, je vois moi-même que cette articulation-là mérite d'être approfondie. Sur les communs numériques, pour être très bref, j'en parle très peu à la fin du livre. On en parle un peu. Commun numérique, logiciel libre, mais c'est comme une des façons, puis on l'élabore très peu. Dans un autre texte que je pourrais vous envoyer par la suite, qui est disponible en ligne, publié dans la revue Les Nouveaux Cahiers du Socialisme en 2024, je parle les communs comme modèle de dépassement du capitalisme algorithmique. Et là, j'ai essayé de montrer comment les communs, à différentes sphères, pourraient servir de levier pour aller dans un nouveau système socio-économique. Et là, je distingue non pas juste les communs numériques comme Wikipédia, logiciel libre, qui est la couche logicielle, mais comment on pourrait le développer dans le hardware aussi, dans l'infrastructure matérielle, les câbles, les réseaux de télécommunication, entre autres. Est-ce que c'est possible de le faire sous forme de commun? La question des données, notamment, il y a toute une littérature sur les coopératives de données, les fiducies de données à utilité sociale, notamment. La question des plateformes aussi, plateformes en commun, qu'on pourrait, au lieu d'avoir une plateforme privée capitaliste, plateforme coopérative commun, il y en a plusieurs qui existent. Et aussi la question de l'IA. Puis là, il y a comme toute une littérature sur l'IA open source, l'open source n'étant pas la même chose que commun. Et il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là, mais en même temps, pour moi, si on veut avoir une IA open source local dans son ordinateur, ça peut causer beaucoup de problèmes de dommages aussi. Donc, ça pose des enjeux, mais je pense que les communs pourraient être déployés à grande échelle pour démocratiser l'infrastructure numérique. Pour être bref, j'en parle très peu dans le livre, on en parle un peu, mais dans un autre ouvrage que je prépare avec mon co-auteur, qui va paraître d'ici 1 an, on parle des communs comme une des voies principales pour démocratiser l'infrastructure. Et d'autre part, on parle de la techno-sobriété. On en parle un peu ici dans l'ouvrage aussi, la sobriété numérique. Parce que pour nous, même si on met des communs dans tout ça, mais qu'on reste dans une logique d'accélération, d'extraction, on va se tirer dans le pied également. Il faut voir comment on pourrait automatiser peut-être certaines choses lorsque c'est utile, suite à un débat démocratique, et d'autres choses qu'on va pas vouloir développer. Donc, pourquoi aller vers la 6G, la 7G, la 8G? Peut-être que la 5G dont on dispose à l'heure actuelle, c'est suffisant pour nos différents usages. On devrait prioriser autre chose aussi. Donc ça, j'en parle dans un texte qui est déjà disponible, puis un peu plus par la suite. Mais c'est vrai que c'est un peu un angle mort ou un manque dans cet ouvrage. Ah oui, c'est déjà ça. 10 minutes. 10 minutes, parfait. Super. Peut-être. On arrive vers la fin tranquillement. S'il y a un cours après, on va être obligé de... On peut continuer au bistrot. On peut continuer le bistrot, sinon. Si on arrive trop tard, j'ai peur qu'ils Donc, si On peut aller au bistrot. On peut aller au bistrot, continuer la conversation de façon plus libre. On va aller au bistrot. C'est super. Si ça vous convient, en ligne, j'ai pas vu de gens non plus poser des questions, peut-être dans le chat. Sinon, je pourrais essayer de répondre par la suite, mais... Il n'y a pas eu de... Pas de questions. Non, j'ai pas fait... Il n'y a pas eu de main levée. De main levée, non, c'est ça. Super. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir écouté tout ça, puis on poursuit la discussion par la suite. Puis, merci.